Mesdames, Messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver en cette nouvelle année. Bonne et heureuse année à tous. Le premier numéro de notre invité ce soir est consacré au secteur de la santé et les perspectives de ce secteur pour l'année 2018. Celui-ci devrait connaître donc une mutation profonde grâce à la future loi sanitaire du pays. Alors ce n'est un secret pour personne. Le système sanitaire chez nous souffre de maux nombreux, malgré les efforts notamment financiers de l'État pour offrir une qualité de soins meilleure aux Algériens. La nouvelle loi sanitaire mettra fin au déphasage dans le secteur, promet le ministre de la Santé et de la Réforme hospitalière. Pour en parler ce soir, notre invité reçoit le professeur Djamaldine Nibou, chef du service cardiologie au CHU du CND à Alger. Bonsoir professeur et bonne année à vous. Bonsoir madame, merci de m'avoir invité ce soir et bonne et heureuse année à vous tous et à tous nos téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, actualité oblige, on va commencer cette émission avec les revendications insistantes du collectif autonome des médecins résidents algériens pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Vous êtes un spécialiste donc de la médecine en Algérie. Le ministère de tutelle assure que des mesures incitatives sont et vont être mise en place en faveur des médecins résidents. Votre avis ce soir, professeur Djamaldine Nibou? Mon avis, d'abord, c'est une situation douloureuse et regrettable. Nous avons un corps donc de résidents qui sont des étudiants en médecine, puisque ce sont des étudiants de spécialité, qui ont des inquiétudes tout à fait légitimes sur leur avenir. Et ce sont nos enfants, il faut absolument donc les écouter, voir leurs revendications et essayer évidemment de proposer et de trouver surtout des solutions. Il faut absolument dialoguer. Le dialogue doit être ouvert. Mais un dialogue ouvert doit être permanent. J'insiste beaucoup sur un dialogue permanent. Et le problème qui se pose, c'est qu'il fallait faire un dialogue d'abord préventif. Vous savez, ces nombreux problèmes ne viennent pas d'aujourd'hui. Et ces problèmes existent depuis très longtemps. Et ici, maintenant, ces problèmes sont arrivés, évidemment, comme vous l'avez vu cet après-midi, une situation déplorable, évidemment. Et il faudrait absolument trouver des solutions. Là, les solutions au niveau de la tutelle existent. Monsieur le ministre et monsieur Hazblaoui est bien compétent en la matière pour pouvoir régler ce problème. Le ministre monsieur de l'enseignement supérieur est aussi habilité à régler les problèmes liés évidemment à l'enseignement puisque ce sont des étudiants. Et une commission peut se créer pour pouvoir recevoir... Il y a différentes pistes en fait pour trouver des solutions. Et maintenant, moi, ces résidents, il faut qu'ils reprennent le travail, il faut que la confiance reprenne. Ce sont nos enfants, nous constituons une famille. L'Algérie entière est une famille. Et ce sont nos enfants, c'est l'avenir de notre pays. Il faut les accompagner, ils sont soucieux, ils sont quelque part inquiets. Il faudrait que cette inquiétude disparaisse. Et des revendications sur le service civil, sur le service civil, madame. Justement. Vous avez un avis précis un petit peu sur la question? Oui, mais le service civil empoisonne les relations entre la tutelle et les professionnels de santé depuis maintenant bien longtemps. Il faudrait qu'on mette un terme à ce problème. Un problème du service civil, je l'ai toujours dit, qu'il fallait faire une évaluation objective du service civil. Le ministre parle d'une nouvelle forme de service civil dans la future loi sanitaire. Je suis entièrement d'accord avec M. Hazblaoui sur ça. Il faut absolument faire une évaluation objective. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Le service civil, dans sa forme actuelle, je le dis et je l'ai toujours répété, ne fait plus l'unanimité des personnels de santé. Donc, il va y avoir une cassure entre la tutelle et les personnels de santé. Il faut trouver une situation urgente parce que cette situation empoisonne les relations entre la tutelle et le corps médical. C'est urgent de trouver une solution. Les solutions existent. D'abord, pourquoi le service civil a-t-il été créé? Le service civil a été créé parce qu'il fallait donc que les spécialistes aillent dans les zones déshéritées à se traiter des populations qui nécessitaient des soins que
au niveau des grandes villes et du Nord existe. Donc il faut une égalité. La Constitution le dit bien, que la santé c'est pour tous les Algériens. Oui. Et que la santé doit avoir la même qualité pour tous les Algériens. Donc le spécialiste doit aller dans ces zones déshéritées. J'ai toujours dit que du côté du corps médical, il fallait faire une concession et qu'il fallait absolument se sacrifier. Cette notion de sacrifice... De mission dont vous parlez est très souvent. importante. Et c'est une mission. Or, une mission, je dis que être médecin, ce n'est pas un métier. Nous avons une mission humanitaire. Et si nous perdons cette notion humanitaire, nous perdrons tout. Alors, de l'autre côté, vous le voyez il y a comment des soucis. Vous la voyez comment, cette nouvelle forme de Moi, service cette civique nouvelle forme, je vois des équipes multidisciplinaires. Oui. Il ne faut pas envoyer un spécialiste isolé, sans moyen de pouvoir travailler. Si c'est un spécialiste, il a besoin, comme vous dites, d'un plateau technique, d'une technicité. On n'envoie pas un chirurgien sans bloc opératoire. C'est pour ça que je dis il faut faire une évaluation. Est-ce que vraiment le service civil actuellement est performant? Et un problème de performance, on n'envoie pas un spécialiste qui reste les bras croisés. Deuxième chose importante, l'isolement. Quand un spécialiste se sent isolé, il est évident qu'il ne devient plus performant sur le terrain. C'est pour cette raison que moi, ma vision des choses, c'est de voir des équipes multidisciplinaires aller sur le terrain. Deuxièmement, je vois autre chose, c'est que le résident, quand il termine, pendant son service civil, il reste, c'est une idée que j'ai, toujours rattaché à son service d'origine. Et c'est son chef de service qui va diriger son travail sur le terrain. C'est-à-dire que les chefs de service seront impliqués dans les missions à l'intérieur du pays en envoyant leurs élèves. Puisque c'est comme un stage, c'est un stage pratique de 2 ans pour il vient de terminer sa spécialité, il faut que sur le terrain, donc, il puisse apprendre certains gestes pratiques, et c'est une occasion pour qu'il soit encadré. Or, les nouveaux spécialistes sur le terrain ne sont pas encadrés. Du jour au lendemain, ils se trouvent donc isolés. Cet isolement, évidemment, freine ça. Donc il faudrait un petit peu revoir les conditions de ce service civil. Et il y a aussi, évidemment, nous sommes un pays musulman, il y a la problématique majeure des femmes qui vont aussi seules à l'intérieur du pays et qui quelquefois refusent d'aller dans des zones éloignées, déshéritées. Donc tous ces problèmes, madame, des revendications légitimes. L'État, évidemment, a des prérogatives importantes parce que c'est important d'organiser la santé du citoyen. Donc l'État aussi a des initiatives tout à fait légitimes. Trouvons un terrain d'entente et essayons, par le dialogue permanent, je dis encore bien permanent, il faudrait aussi que les professionnels de santé viennent aider Monsieur le ministre. Il ne faut pas que Monsieur le ministre reste seul. Il faut que les professionnels de santé viennent aider le ministre. Il faut que tous les acteurs de la santé participent activement à régler ces problèmes et à trouver des solutions, et évidemment consensuelles. J'insiste sur le mot consensuel parce que c'est très important, et de pouvoir sortir de cette crise. Et je suis absolument très optimiste parce que tout le monde est raisonnable. Et on peut raisonner tout le monde. Et donc, nous avons recueilli votre avis ce soir sur cette question sensible des revendications donc, du CAMRA, le collectif autonome des médecins résidents algériens. On va un petit peu avancer sur le thème qui donc nous intéresse ce soir, qui est cette loi sanitaire et surtout le système de santé aujourd'hui. Si vous deviez vraiment, en un mot, professeur Nibouche, le qualifier, ce système de santé en Algérie. Le ministre de la Santé parle d'un système en déphasage complet avec les réalités d'aujourd'hui. Vous diriez quoi? Alors, si le ministre reconnaît qu'il y a un déphasage complet, et s'il a dit, c'est qu'il le dit sur évidemment une situation qu'il a déjà évaluée, évidemment. Donc, il y a une reconnaissance qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Si l'on prend la loi sanitaire de 1985, elle remonte à 32 ans. Une loi sanitaire doit avoir une durée d'une 20aine d'années.
Est-elle dépassée? Je dirais oui et non. Parce que dans cette loi, il y a effectivement des articles de loi qui n'ont jamais été appliqués et qui restent d'actualité. Oui. En prenant l'article 164, chapitre 3, par exemple, sur les greffes d'organes, il est d'actualité. Oui. Or, il n'a jamais été appliqué. Je vous prends un article sur la lutte anti-tabac, et dans tout, évidemment, tous ces aspects, rien n'a été appliqué. Donc, si on a une loi qu'on n'applique pas, c'est évident, pourquoi refaire une autre? Donc, le problème reste dans l'application. Mais pourquoi une loi n'est pas appliquée? Parce que, et je pense, à mon sens, qu'avant de faire une loi, il faut étudier la faisabilité de la loi. Ce n'est pas en faisant une loi et après la faire discuter par les deux chambres du Parlement et on se rend compte, en fait, qu'elle n'est pas faisable et qu'il faut l'amender, qu'il faut voir ceci ou cela. Il faut faire une évaluation dès le départ de la loi. Est-elle faisable? Est-ce qu'on a toutes les conditions de pouvoir l'appliquer sur le terrain? C'est comme la greffe d'organes. On fait une... Oui. Mais est-elle applicable? Est-ce qu'on a réuni toutes les conditions possibles pour pouvoir l'appliquer? Idem pour la lutte contre le tabagisme aujourd'hui. Est-ce que tous les acteurs jouent le jeu, en fait? Oui, mais le tabagisme, vous voyez de vous-même. Oui. Vous voyez de vous-même, nous sommes l'un des derniers pays à ne pas appliquer la loi. Et ça, c'est bien regrettable. Donc, il doit absolument être appliqué. Alors, on va un petit peu avancer. L'État ne prévoit pas d'austérité, on le sait, pour le secteur de la santé, avec l'annonce notamment du dégel de nombre de projets du secteur pour l'année 2018 et dans un certain nombre de wilayas. Alors, si on devait commencer un diagnostic quelque part, on sait que les moyens financiers sont là, mais est-ce que ça n'est pas plus finalement un problème de gestion ? Très bonne question. Ou les deux à la fois. Très bonne question. Vous avez son Excellence, Monsieur le Président de la République, il y a une dizaine d'années, à juste titre, il a eu une idée judicieuse de parler de réforme hospitalière. Et on a mis le mot réforme dans l'institution du ministère de la Santé, de la Population et de la réforme hospitalière. Il y est toujours. Monsieur le Président a vu très juste. Nous voulons, moi j'étais très heureux que Monsieur le Président dise qu'il faut faire une réforme. Nous ne l'avons jamais faite. Il faut absolument que ces textes de la réforme puissent naître, qu'on puisse les voir, qu'on puisse les discuter. Parce que tout repose sur la réforme hospitalière si on veut une santé publique forte. Actuellement, ce qui se passe, c'est que, comme vous l'avez dit, Monsieur le ministre, Monsieur Hazbelaoui dit qu'il y a des problèmes liés, donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur un déphasage du modèle de santé. Moi, je parle du modèle beaucoup plus que du système. Le modèle reflète mieux la situation actuelle. Je suis entièrement d'accord, les hôpitaux sont en grave dysfonctionnement. Pourquoi? Parce que ça, vous pouvez le dire à tout le monde, aux simples citoyens, quand il va à l'hôpital, la majorité vous disent, écoutez, moi je préfère aller soigner dans le privé que d'aller à l'hôpital. Pour certains cas, évidemment. Pourquoi? D'abord, il y a le problème de l'accueil. Deuxièmement, il y a évidemment un accès aux soins qui est certes facile, mais qui est en même temps difficile. Et la qualité de soins va en ressentir. Parce qu'il y a énormément de gaspillage au niveau des hôpitaux. Donc c'est un problème de gestion. J'arrive. Énormément de gaspillage au niveau des hôpitaux. L'évaluation du temps d'hospitalisation, par exemple, n'est jamais faite. Vous pouvez laisser un malade 3-4 mois, alors qu'il nécessite que 2 ou 3 jours d'hospitalisation. Parce qu'il n'y a pas de contrôle, évidemment, sur ces éléments extrêmement importants de gestion hospitalière. La gestion hospitalière est devenue actuellement donc une nécessité. Il nous faut des cadres qui ont été formés en gestion hospitalière. Oui. C'est ça qui est important. Donc il faut... C'est le talon d'Achille aujourd'hui du modèle absolument. Il faut une gestion moderne. Et la gestion moderne, on ne va pas la développer ici, c'est sur plusieurs points, et parce qu'il y a des exigences nouvelles de la médecine moderne, il y a des défis
qui sont donc actuellement sur le terrain. Alors un peu dans le sens de ce que vous êtes en train de dire, professeur Nibouche, on sait qu'un audit est en préparation par le département de la santé, une évaluation, encore une fois selon le premier responsable de la santé, de nos structures pour ne plus investir l'argent de l'État dans les structures, mais dans les activités. À votre avis, qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Cela voudrait dire qu'on reconnaît donc qu'il y a donc des insuffisances dans les activités. On reconnaît qu'il y a une insuffisance des activités, donc tout l'argent qui va être donc dépensé sera mis dans l'amélioration évidemment de ces activités de santé. Je suis d'accord que si nous avons une structure et qui n'est pas rentable, il faut essayer de la rentabiliser d'abord, que d'aller encore créer d'autres structures qu'on va rendre encore non rentables. Oui. Donc c'est tout à fait logique, c'est tout ce qu'a pris donc la décision prise par le ministre, c'est tout à fait logique en fait. Mais en fait sur le terrain, elle va être difficile à être appliquée. Parce que l'audit est important. Il faut donc savoir pourquoi ces structures ne sont pas rentabilisées. Moi je compare toujours une clinique privée à un hôpital public. Dans une clinique privée, si vous voyez donc le fonctionnement de la clinique privée, dans une clinique, par exemple, en matière de radiologie, tous les appareils marchent 24 heures sur 24. Il n'y a pas de panne. Est-ce que vous avez vu, vous êtes rendu compte de ça? Dans les hôpitaux, il y a des pannes qui durent 3, 4 mois, 5 mois. Pourquoi? Parce qu'il y a une bureaucratie. Alors, il faut régler ce problème bureaucratique qui impose des dysfonctionnements graves. Vous parlez de gestion. Les dysfonctionnements des équipements, et la gestion efficace est liée étroitement au fonctionnement des équipements. Donc, essayons de régler d'abord ce que nous avons. Améliorons d'abord ce que nous avons avant de créer d'autres structures et qui dysfonctionneront à leur tour. Alors, sur les 400 milliards de dinars alloués annuellement au secteur de la santé, près de 70% vont au paiement des salaires du personnel. Or, on le sait, et on n'a jamais cessé de le dire, que la ressource humaine dans le milieu de la santé est insuffisante, voire dépassée. Aujourd'hui, comment on peut imaginer encore aller vers des recrutements? Nous sommes en temps d'austérité. Ou alors, encore une fois, c'est une question de mauvais déploiement de la ressource humaine au niveau des structures sanitaires. Écoutez, madame, vous dites que la ressource humaine est insuffisante. Je ne suis pas d'accord. Si vous voyez les normes de l'OMS, le minimum requis, c'est un médecin pour 10 000 habitants, un infirmier pour 5 000 à 3 000 habitants, minimum requis, un hôpital pour 100 000 habitants, un chirurgien dentiste pour 15 000 habitants. Écoutez, nous sommes, je pense, autosuffisants, en tout cas autosuffisants pour faire une couverture sanitaire idéale. Et malgré la déperdition d'un nombre important de médecins qui vont travailler à l'étranger, parce que cette situation aussi est une situation dramatique pour le pays. Alors, écoutez, je pense qu'il y a une autosuffisance, mais il y a une répartition inégale. Si je vous prends la situation des CHU, on ne respecte plus les organigrammes des services. Il y a beaucoup de médecins universitaires dans les services, par exemple. Et il y a un nombre important de médecins spécialistes de santé publique dans les hôpitaux universitaires. Il va y avoir un jour beaucoup plus de médecins que de malades. Donc il y a une répartition déjà inéquitable en matière de personnel de santé concernant le personnel médical, parce que les organigrammes n'ont plus été appliqués depuis quelque temps. Il faudrait absolument revoir ces organigrammes et faire une répartition égale. Vous savez que nous avons des facultés, de nouvelles facultés, qui nécessitent évidemment des CHU. Une faculté de médecine doit être liée à un CHU, à un centre hospitalo-universitaire, à un hôpital universitaire, avec toutes les spécialités, pour que les étudiants puissent apprendre localement. Ces hôpitaux nécessitent évidemment des médecins spécialistes. Il y en a beaucoup, universitaires, il y en a beaucoup. Et justement, concernant les concours d'ouverture de poste, il faudrait d'abord aller, et c'est ça justement les nouvelles structures, il faut doter les nouvelles structures de moyens humains compétents.
Une nouvelle cartographie de la santé sera aussi mise sur pied. C'est un outil de décentralisation de la gestion des polycliniques, des dispensaires qui ne dépendront plus en fait du directeur de l'hôpital. Vous en pensez quoi? Ce que je pense, c'est d'abord la décentralisation de façon générale. Je l'ai toujours dit, nous avons un découpage administratif en wilaya qui est très bien fait pour le moment. Peut-être qu'il y aura des correctifs dans l'avenir, mais en tout cas, nous avons des wilayas. Je pense très sincèrement qu'il faut décentraliser la médecine et que chaque wilaya a ses problématiques de la santé, a ses spécificités concernant les maladies, en particulier les maladies du Sud, et c'est à la wilaya de gérer la santé de sa wilaya, et là il y aura évidemment un contrôle qui doit se faire centralisé, et on doit contrôler, on doit évaluer. L'évaluation est obligatoire. Encore une fois. Et sans évaluation, on ne pourra pas remédier aux insuffisances. La décentralisation locale que vous dites qu'une polyclinique doit... Mais évidemment qu'elle doit être décentralisée. Pour une meilleure gestion, il faut absolument responsabiliser les responsables des structures. Et non pas que seulement le directeur du CHU ait une responsabilité de gestion. Donc il y a là les contours d'une future gestion plus moderne de la santé en Algérie. Justement, c'est cette gestion moderne que nous avons demandé depuis très longtemps. Oui. La décentralisation, je pense, est impérieuse pour une meilleure efficacité de notre modèle de santé. Alors, très rapidement, professeur Nibouche, cette question avant de passer sur les commentaires à propos de la loi sanitaire. La médecine curative qui prend largement le pas chez nous sur la médecine, la promotion donc préventive de médecine et de santé, ainsi que de l'hygiène publique. Comment peut-on imaginer, avec la future loi sanitaire notamment, inverser la vapeur? Vous savez, la médecine préventive est basée d'abord sur l'éducation de la santé. Et l'éducation de la santé, ça commence à l'enfance. Et là, il n'y a pas que le ministère de la Santé qui est impliqué. À l'école, le ministère de l'Éducation nationale a un rôle à jouer, une grande responsabilité dans l'éducation sanitaire des enfants. On commence à l'enfance, à éduquer l'enfant, à se brosser les dents, pour justement prévenir la carie dentaire. Je mets comme ça des exemples, mais les exemples sont très nombreux, évidemment. Mais on n'aura pas le temps, bien sûr. Oui, mais je cite quelques exemples. De l'hygiène corporelle, du tabac chez l'enfant, qui commence à faire des ravages, de la drogue. Donc, toutes ces mesures préventives doivent aller dès le départ. Je citerai les mesures préventives, c'est la mère, le goût du sucre et le goût du salé. Dès l'âge du nourrisson, où on rajoute du sel et on rajoute du sucre. Donc tous ces éléments-là, ils sont très importants dans l'éducation sanitaire. L'éducation sanitaire est fondamentale dans la prévention. Donc il faudrait déjà une sensibilisation. Deuxièmement, au niveau du ministère de la Santé, il y a donc une direction générale de la prévention qui a joué un rôle très important en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, et nous avons élaboré des textes, j'ai participé même à l'élaboration de ces textes concernant évidemment les maladies non transmissibles et la prévention de ces maladies non transmissibles par la lutte intégrée des facteurs de risque des maladies non transmissibles et en particulier cardiovasculaires. Dans ce domaine-là figure la lutte anti-tabac. Et j'espère de tout cœur qu'un jour, on arrivera à mettre en application tous ces textes-là qui seront très bénéfiques pour le peuple algérien. Alors, professeur Nibouche, je vais vous demander de réagir sur des commentaires des professionnels de la santé, donc des députés, de représentants de différents secteurs concernés, sur cette loi sanitaire, cette future loi sanitaire, lors de son examen par la Commission de la Santé, des Affaires sociales et du Travail, ainsi que de la formation professionnelle de l'APN. Voilà le commentaire du directeur général de la Sécurité sociale au ministère du Travail, Jawed Boulkaïb, qui dit qu'un futur système de santé nationale doit être appréhendé en tant que réseau incluant le privé et le public. Évidemment,
ce sera la priorité de la future loi sanitaire. Très bien. Bien, moi je ne connais pas, je n'ai pas eu l'occasion d'avoir donc le texte du projet de loi sanitaire. Je crois que mes confrères que vous avez, dont vous avez cités, quelques-uns, ont eu ce privilège. Bien. Monsieur Bourkaïf fait du très bon travail au niveau du ministère du Travail et intégrer le privé au public, c'est un acte tout à fait naturel. Si l'État algérien a permis l'éclosion du privé en médecine, qui existait déjà depuis un certain moment, eh ben, c'est qu'il a toutes les données nécessaires pour avoir pris cette décision. Donc ça, c'est déjà un élément important. On ne peut pas isoler le privé du public, madame. La santé est une seule santé qui doit être mise au profit du citoyen, qu'elle soit privée ou publique. Le citoyen doit absolument, on doit garantir une santé de qualité à tout le monde et pour tout le monde. Mais il y a des résistances. La même qualité. Je vous cite l'exemple des cliniques privées en connaissance de cause puisque je suis cardiologue. Beaucoup de malades se font opérer à cœur ouvert au niveau des cliniques privées. C'est une réalité. Je ne peux pas vous donner de chiffres, mais le chiffre est extrêmement important. La Caisse de sécurité sociale prend en charge entièrement ces malades. Donc, ils se font opérer gratuitement, pratiquement. Mais en fait, gratuitement, ils cotisent quand même. Hein. Médecine gratuite aussi, entre guillemets, il faudrait aussi qu'on en discute. Mais ils cotisent. Et quand ils sont pris en charge. Il y a eu depuis 15 ans, madame. Et là, il faut absolument reconnaître les efforts importants de l'État algérien. Depuis 15 ans, nous avons diminué de beaucoup l'envoi de malades à l'étranger. À l'étranger, oui. De beaucoup. Donc des efforts colossaux. Grâce à cette prise en charge, en fait. Grâce à ces prises en charge et même dans le domaine public. Nous avons fait des efforts colossaux, madame, en Algérie. Il faut reconnaître ça pour prendre en charge nos malades. Deuxièmement, bien, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'insuffisance. Deuxièmement, je parle des maladies morbides, vous ne m'avez pas parlé des maladies morbides, qui tuent le plus en Algérie, les maladies cardiovasculaires et le cancer. Le plan cancer qui est en train de se faire actuellement va résoudre beaucoup de problèmes. Vous savez, l'Algérie, depuis l'indépendance, on a vécu les maladies de la misère que nous a laissé la France. Le choléra, la France a laissé le choléra, la fièvre typhoïde. La France a laissé le rhumatisme articulaire aigu, les cardiopathies rhumatismales, toutes les maladies de la misère, nous les avons vaincues. Il reste quelques défis, des défis maintenant du développement. Nous avons une espérance de vie qui est très élevée, qui avoisine celle des pays développés. Nous sommes à presque 75 ans. Ouais. Elle était à 46 ans à l'indépendance. Donc nous avons des indicateurs de santé qui sont très positifs. Il reste des défis des maladies des pays développés, les maladies cardiovasculaires et le cancer. Et le plan cancer va, je pense, avec la livraison notamment de plusieurs structures, je le souhaite, va résoudre de lutte beaucoup de contre le cancer. Alors vraiment très rapidement, puisque cette question est très importante aussi, celle de la couverture en médicaments qui, l'Algérie aurait dépassé même les recommandations de l'OMS en la matière, même si aujourd'hui on l'observe, hein, il y a une tension sur le médicament, notamment des médicaments pour les cancéreux. Oui. Écoutez, la gestion du médicament est très problématique. Elle est liée aussi évidemment à des aspects extérieurs, évidemment, à la gestion locale du médicament qui reste très complexe. Vous savez, l'Algérie est parmi les pays émergents qui fournit des efforts très importants en matière de fabrication du médicament. Regardez donc les nombreuses usines qui fabriquent les médicaments. Et là, le rôle de l'Algérie, c'est de pouvoir donc s'autosuffire en médicaments essentiels stratégiques. Et les médicaments stratégiques sont les antibiotiques, des maladies infectieuses, des maladies cardiovasculaires comme l'hypertension artérielle par exemple, et des anticancéreux. Les anticancéreux, évidemment, qu'il faut maîtriser la technologie, parce que ce sont des médicaments donc, qui relèvent donc évidemment d'une haute technicité. Mais cette autosuffisance
doit aboutir aussi à une exportation des médicaments. Et l'Afrique s'offre à nous, parce que l'Afrique est un pays donc, où on peut exporter nos médicaments et on pourra être leader de l'Afrique en matière de médicaments. Concernant ce que vous dites qu'il y a en Algérie de temps en temps, évidemment, des ruptures de médicaments. Ce sont des choses qui peuvent arriver parce que, quelquefois, il y a donc, dans la gestion, évidemment, des médicaments, il y a des situations qui ne sont pas directement liées au fonctionnement de la pharmacie, des hôpitaux ou au fonctionnement de la direction de la pharmacie du CHU. Le problème peut venir carrément de l'extérieur. Qui sont liés donc à des problèmes, je ne vais pas citer, je n'ai pas, donc je ne suis pas en mesure de vous donner les détails, mais qui sont liés à une problématique extérieure à l'Algérie. Oui. Et là, il faudrait que... C'est d'ailleurs le cas en ce moment avec les anticancéreux. Oui, absolument. Donc, il faudrait aussi que le ministère de la Santé puisse expliquer ça pour que le simple citoyen puisse connaître tous ces problèmes-là. Alors, ces problèmes existent dans tous les pays du monde. Il y a effectivement un manque d'informations autour de la gestion du médicament. L'information n'est pas toujours donnée. Et ces problèmes existent dans tous les pays du monde. Il ne faut pas dire que uniquement ces problèmes existent en Algérie. Dernière question, professeur Dibouch. Je vous demanderai de réagir sur le commentaire, une fois de plus, du directeur de la prévention du handicap au ministère de la Solidarité nationale, qui déplore, lui, dans le futur texte de la loi sanitaire, l'absence d'une disposition prévoyant une prise en charge spécialisée pour les personnes âgées souffrant de troubles mentaux. Ce que vous avez dit est extrêmement important. Je ne parlerai pas uniquement des troubles mentaux. Nous avons toujours dit... De la gériatrie en général. Absolument. Depuis quelque temps qu'il faut absolument maintenant, et je vous ai parlé de l'espérance de vie qui a nettement augmenté, de s'occuper de nos personnes âgées. Alors il y a deux solutions importantes. C'est d'abord de créer des services de gériatrie. Et c'est extrêmement important de le faire et de le faire urgemment. La deuxième chose, quand on me parle d'hospitalisation à domicile, moi je dois viser d'abord les sujets âgés. Parce qu'un sujet âgé doit rester dans son milieu familial et traité dans son milieu familial. Et si on doit développer l'hospitalisation à domicile, qu'on commence d'abord par le sujet âgé qui a plus besoin de cela. C'est l'urgence donc absolue d'abord. Absolument. Donc pour les personnes âgées. Professeur Djamel-Din Nibouch, chef du service cardiologie au CHU du CND à Alger. Merci vraiment d'avoir répondu à toutes nos questions ce soir. Je vous en prie, madame. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous rappelle que le replay de l'émission vous sera proposé sur la page Facebook de notre invité. L'émission sera rediffusée demain après le journal de la mi-journée. Je vous retrouve dès mercredi prochain. Très bonne suite des programmes. Bonsoir.